Bonjour et bienvenue dans cette première capsule du chapitre 4. Le chapitre 4 est le premier chapitre du module 2 qui porte sur l'aspect énergétique des transformations chimiques. Dans ce chapitre, nous verrons les transferts d'énergie, les réactions qui absorbent et dégagent de l'énergie, ainsi que les façons de les représenter graphiquement. Nous verrons également comment calculer le bilan énergétique d'une réaction. Dans cette première capsule, nous aborderons ensemble le concept de l'énergie, nous verrons ce qui distingue la chaleur de la température et nous aborderons les trois types de systèmes. Tout d'abord, sachez qu'il existe plusieurs formes d'énergie, que ce soit de l'énergie éolienne, nucléaire, de l'énergie solaire, géothermique, hydroélectrique ou de l'énergie chimique. Dans le module 2, nous aborderons l'énergie mécanique. Avant d'aborder ensemble la définition de l'énergie, il est important de prendre conscience que l'énergie nous entoure et que peu importe les situations que nous vivons, il y a toujours de l'énergie qui est mise en jeu. Par exemple, depuis ce matin, je me suis levée et j'ai voulu déjeuner. Pour mon déjeuner, je voulais me faire griller une tranche de pain. J'ai donc utilisé un grille-pain. Ça serait ma première situation. Dans cette situation-ci, mon grille-pain fonctionne avec de l'énergie électrique. On peut même détailler ce type d'énergie électrique-là. Au Québec, c'est de l'hydroélectricité. En faisant fonctionner mon grille-pain avec de l'énergie électrique, cette énergie-là s'est transformée en énergie thermique et c'est ce qui a permis de faire griller mon pain. Donc, une simple situation que j'ai vécue, le fait de griller ma tranche de pain, ça nous démontre que deux formes d'énergie sont mises en jeu. L'énergie électrique qui a été transformée en énergie thermique. Je pourrais prendre une autre situation, par exemple, pour venir au collège, j'ai marché. J'ai donc en fait mangé ma tranche de pain. Cette tranche de pain-là m'a fourni de l'énergie chimique et cette énergie chimique-là, je l'ai transformée en énergie mécanique, donc en mouvement qui m'a permis de me déplacer vers le collège. Donc, en réfléchissant à toutes les situations qui nous entourent, on voit que tout ce qu'on fait dans une journée met en jeu de l'énergie et encore plus met en jeu des transferts d'énergie. Et c'est ce que nous allons étudier dans le chapitre 3, les différents transferts d'énergie qu'il existe. Mais avant d'aller plus loin, nous allons aborder la définition de l'énergie en répondant à la question « Qu'est-ce que l'énergie ?» L'énergie est définie comme étant la capacité de faire un travail. Et ce travail entraîne soit un mouvement ou permet de produire de la chaleur ou de la lumière. Dans le système international, l'énergie se mesure en joules, qu'on représente avec le J majuscule. Pour votre information, un joule représente 1 newton fois 1 mètre. Si on veut simplifier ça, c'est un peu comme si je prenais un objet dans mes mains, en fait un objet de 100 grammes, et que je le levais sur une distance de 1 mètre. L'énergie que j'aurais dépensée est de 1 joule. Comme le joule est une très petite unité de mesure, on utilise plus souvent le kilojoule. Le joule, en fait, c'est une unité de mesure qui vient d'un physicien anglais qui s'appelle James Prescott Joule. Il existe évidemment d'autres unités de mesure que l'on peut utiliser pour parler de l'énergie. Par exemple, en nutrition, nous allons utiliser également la calorie. Par contre, en chimie, cette année, nous utilisons les unités du système international, donc nous allons utiliser le joule. Finalement, il est extrêmement important de savoir que toutes les transformations, en fait, qu'elles soient chimiques ou physiques ou même nucléaires, elles impliquent une modification de l'énergie ou, ce dont on va parler aujourd'hui, un transfert d'énergie. Nous allons maintenant regarder le type d'énergie avec lequel nous allons travailler en chimie. Nous allons travailler avec de l'énergie mécanique. En fait, l'énergie mécanique, c'est la somme de toutes les énergies qu'un système possède. L'énergie mécanique se sépare en deux. Tout d'abord, elle est composée de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique est reliée à l'énergie thermique, c'est-à-dire qu'elle est associée à la chaleur, puisque l'énergie cinétique est associée au mouvement d'un corps ou au mouvement des molécules qui composent ce corps-là. Par exemple,
Plus des particules ont une température élevée, plus ces mêmes particules vont se déplacer. Ils vont donc avoir une plus grande énergie thermique. L'énergie mécanique se sépare en énergie cinétique et en énergie potentielle. L'énergie potentielle est l'énergie qui est reliée aux liaisons chimiques, c'est-à-dire aux forces d'attraction. Les forces d'attraction peuvent exister à l'intérieur d'une molécule. On va parler de forces d'attraction intramoléculaires ou peuvent exister entre deux molécules. On va les appeler les forces d'attraction intermoléculaires. En fait, dans ce cas-ci, c'est ce qu'on appelle les liaisons chimiques. En physique, l'énergie potentielle est aussi associée à l'énergie que possède un corps due à sa position dans l'espace. Dans ce cas-ci, l'énergie potentielle est donc vue comme de l'énergie chimique. Il est intéressant de savoir que pour être utilisée, l'énergie potentielle doit être transformée en énergie cinétique. Nous avons vu que l'énergie mécanique est la somme de toutes les énergies d'un système, c'est-à-dire que l'énergie mécanique est la somme de l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. En physique, la somme de l'énergie mécanique est une constante, c'est-à-dire que lorsque l'énergie potentielle augmente, l'énergie cinétique va diminuer et vice-versa. Lorsque l'énergie cinétique augmente, l'énergie potentielle diminue à son tour. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de la capsule où nous allons aborder le concept de la chaleur. Pour parler de la chaleur, nous devons absolument aborder la première loi de la thermodynamique. La thermodynamique, en fait, c'est la science de la chaleur. Et la première loi de la thermodynamique, si je peux la résumer comme ça, c'est en fait la conservation de l'énergie. C'est le principe que l'énergie peut être transformée, elle peut être transférée, mais elle ne peut pas être détruite ni être créée ou apparaître de façon spontanée. Donc, la première loi de la thermodynamique, ce qu'elle dit, c'est que l'énergie absorbée, que nous représentons avec la lettre EA, est égale à l'énergie dégagée, que nous représentons avec les lettres ED. Et l'énergie absorbée, qui est égale à l'énergie dégagée, est égale à la variation de l'énergie, c'est ce que nous représentons avec le delta E. Alors, si un système perd de l'énergie, c'est-à-dire qu'il va y avoir un autre système à côté qui va être prêt à absorber cette même quantité d'énergie-là. Et que la quantité que le système a absorbée est égale à la quantité que l'autre système a dégagée, qui est égale à la variation donc d'énergie entre les deux systèmes. Il faut savoir maintenant que la variation d'énergie est égale à W plus Q. W représente le travail échangé avec le milieu, c'est-à-dire un transfert mécanique. Q représente à son tour la quantité d'énergie mise en jeu, c'est-à-dire le transfert thermique. En chimie, il n'y a pas de transfert mécanique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail échangé avec le milieu. Donc, W est nul. Comme W est nul, ce qui nous reste de notre équation, c'est que la variation d'énergie est égale à la chaleur, où delta E est égal à Q. C'est pourquoi, dans le module 2 en chimie, lorsque nous allons parler d'énergie, nous allons souvent employer la lettre Q pour représenter cette énergie-là, puisque Q représente la chaleur, qui représente ici notre variation d'énergie qui existe entre deux systèmes. Maintenant que nous avons vu qu'en chimie, l'énergie était représentée par le transfert thermique, donc la lettre E, la chaleur que l'on vient de voir, il est important de savoir distinguer le concept de chaleur du concept de température. Tout d'abord, qu'est-ce que la température? La température, c'est la mesure de l'énergie cinétique, donc de l'agitation des particules. La température dépend de la vitesse des particules. Si vous me permettez, la température, on pourrait dire que ça correspond à l'énergie d'une seule particule. La chaleur représente, quant à elle, le transfert d'énergie thermique qui se produit entre deux systèmes. La température dépend de la vitesse des particules.
Un peu plus tard, nous allons voir la chaleur, elle dépend de quoi? Donc, elle dépend de, pour l'instant, 3 petits points. Si la température correspond à l'énergie d'une particule, bien, la chaleur correspondrait à l'énergie de l'ensemble des particules. La chaleur, en fait, c'est ce que je ressens. Même si un ensemble de particules peut avoir une température plus basse, si cet ensemble de particules-là est très grand, bien, je vais ressentir plus de chaleur, ou cet ensemble de particules-là va pouvoir transmettre plus de chaleur à un autre système. Une petite tasse remplie d'eau chaude va avoir un niveau de chaleur plus petit qu'un très gros seau rempli d'eau chaude qui serait à la même température. Donc, la température serait le niveau d'énergie d'une seule particule. La chaleur serait plus grande parce qu'elle représente l'énergie de l'ensemble des particules. Un autre exemple qui nous permet de distinguer la température de la chaleur, c'est l'exemple du néon. Si on prend le néon, qui est un gaz, ce gaz-là peut atteindre une température très élevée, soit jusqu'à 5000 Kelvin. Par contre, on peut quand même toucher à un tube qui contiendrait du néon, parce que ce tube-là contient peu de molécules, donc possède peu de chaleur, alors pourrait nous transférer peu de chaleur. Donc, on ne peut pas se brûler, même si la température d'une seule particule à l'intérieur peut atteindre des valeurs très élevées. Nous allons maintenant aborder la troisième et dernière partie de cette capsule, c'est-à-dire que nous allons parler des systèmes. Un système est tout objet que l'on peut observer. Il est important d'aborder à ce moment-ci le concept de système, puisque lorsque nous allons parler de transfert de chaleur, nous allons parler de transfert de chaleur d'un système à l'autre. Les 3 images que vous avez ici devant vous représentent les 3 systèmes que nous allons étudier. Le premier système que nous allons étudier est le système ouvert. Un système ouvert est un système qui va permettre l'échange de matière et d'énergie entre le système et son environnement. Dans ce cas-ci, c'est évidemment la cellule qui va représenter notre système ouvert, puisque la cellule va produire de l'énergie et cette énergie-là va pouvoir être communiquée à son environnement. La cellule va également pouvoir faire des échanges de matière avec son environnement. C'est les intrants et les extrants qui vont donc entrer et sortir, passer au travers de la membrane cellulaire. Le deuxième type de système que nous allons voir est le système fermé. Un système fermé est un système qui va posséder une quantité de matière constante, mais qui va permettre le transfert d'énergie. Ici, c'est évidemment le ballon qui représente notre système fermé, puisque le ballon, avec sa paroi qui est hermétique, va garder l'air à l'intérieur, donc la quantité de matière va rester constante. Par contre, ce ballon-là, je peux chauffer l'air qu'il contient ou je peux également refroidir l'air qu'il contient. Donc, le ballon permet le transfert d'énergie. Finalement, le troisième système que nous allons étudier est le système isolé. Un système isolé, c'est un système qui ne permet ni le transfert de matière, ni le transfert d'énergie avec son environnement. Ici, c'est notre dernière image, donc l'image de gauche représentée par la tasse thermos. Quand je vais placer une boisson chaude à l'intérieur de ma tasse thermos, évidemment, c'est parce que je veux que la boisson reste à l'intérieur, donc il n'y a pas d'échange de matière entre la tasse et l'extérieur. Et je veux également que ma boisson reste à la même température le plus longtemps possible. Donc, le système isolé, notre tasse isolée, notre tasse thermos, ne permet pas le transfert d'énergie. Nous allons aller maintenant regarder ces 3 systèmes en détail. Tout d'abord, le système ouvert. Le système ouvert est un système dont les quantités de matière et d'énergie ne sont pas constantes. Il y a transfert d'énergie et transfert de matière entre le système et son environnement. Nous pouvons le représenter à l'aide d'un contenant ouvert. Alors, imaginez un bécher ouvert qui contient de l'eau. Alors, l'eau qui est à l'intérieur, si elle capte de l'énergie, l'eau qui est liquide, elle va pouvoir devenir de l'eau gazeuse. Et comme il n'y a pas de couvercle, l'eau gazeuse va pouvoir être transférée à l'extérieur du bécher. Donc, elle va se retrouver dans l'environnement. Alors, on le voit, H2O,
liquide plus énergie va nous donner de l'eau, H2O gazeux, et cette vapeur d'eau-là va se retrouver dans l'environnement. Donc, il y a transfert d'énergie et transfert de matière entre le contenant et l'environnement. Le deuxième système est le système fermé. Le système fermé est un système qui possède une quantité de matière constante, mais il permet le transfert d'énergie. Vous avez ici deux représentations du système fermé. Tout d'abord, l'image de gauche, on reprend notre même contenant que pour le système ouvert, mais on vient dans ce cas-ci lui ajouter un couvercle. Alors, en ajoutant un couvercle, ça permet de garder toutes les substances, qu'elles soient liquides, solides ou gazeuses, à l'intérieur du contenant. Donc, je peux encore fournir de l'énergie. Mon bécher, je pourrais le mettre sur une plaque chauffante et le chauffer. Donc, je peux encore fournir de l'énergie au contenant ou au contenu qui se trouve à l'intérieur. Mais si ce qui est à l'intérieur absorbe de l'énergie et devient gazeux, le gaz va rester à l'intérieur de mon contenant. Donc, il n'y a pas d'échange de matière avec l'environnement, mais il peut y avoir un échange d'énergie. L'autre exemple est un petit peu différent. On a encore un contenant, mais cette fois-ci, le contenant n'est plus physiquement fermé. Je vous explique pourquoi. C'est que ce qui nous intéresse, c'est la réaction de dissolution du sel. Donc, on a le sel solide qui devient du sel aqueux. Alors, cette fois-ci, la réaction concerne le sel, la dissolution du sel. Le système, dans ce cas-ci, ne serait plus juste le contenant, mais serait en fait l'eau qui permet la dissolution. Donc, mon sel peut passer de l'état solide à l'état aqueux ou pourrait passer de l'état aqueux à l'état solide. Donc, l'eau fait en sorte que ma quantité de matière reste constante. Et encore une fois, ce type de système-là permet le transfert d'énergie. Alors, la différence entre nos deux images, c'est que dans l'image de gauche, j'ai une substance dans ma réaction qui est gazeuse. C'est pourquoi mon contenant doit être physiquement fermé. Dans mon image de droite, avec le sel, je n'ai pas de gaz, donc mon contenant, mon système n'a pas à être physiquement fermé. C'est pourquoi nous allons dire qu'un système fermé doit être un contenant fermé uniquement pour les gaz, mais il peut être un contenant ouvert pour une solution aqueuse, puisque dans cette dernière situation, la solution aqueuse, c'est l'eau qui va faire office de contenant et qui va permettre notre système fermé. Finalement, notre troisième et dernier système est le système isolé. Le système isolé est un système qui possède des quantités de matière et d'énergie qui sont constantes. Nous allons représenter le système fermé par un contenant qui contient des doubles parois. Donc, les doubles parois vont permettre que l'énergie reste constante à l'intérieur de mon système et évidemment vont permettre qu'il n'y ait pas non plus de transfert de matière entre le système et l'environnement. Lorsque nous allons faire des réactions dans un système isolé, nous allons pouvoir mesurer la variation de température à l'intérieur de notre système. En mesurant la variation de température, nous allons être en mesure de savoir si la réaction que nous avons faite à l'intérieur, elle a absorbé de l'énergie. Si c'est le cas, la température va avoir diminué. Ou si ma réaction a produit de l'énergie, je vais voir une augmentation de température que je vais pouvoir mesurer. Donc, le système isolé va nous permettre de faire des réactions et d'aller mesurer et d'aller vérifier donc quelle quantité d'énergie a été absorbée ou dégagée. Alors, c'est vraiment le système avec lequel nous allons travailler lorsque l'on va faire des réactions dans le module 2. En chimie, le système isolé ultime s'appelle un calorimètre. Le calorimètre va justement nous permettre de faire des réactions et d'aller mesurer les variations d'énergie ou les variations de température qui se sont produites suite à la réaction.
Donc, nous avons une bombe qu'on appelle des fois la bombe calorimétrique. La bombe calorimétrique est la partie grise au centre. C'est la partie dans laquelle la réaction va se faire. Ensuite, la bombe calorimétrique est entourée d'eau. Alors, l'eau va permettre d'absorber ou de dégager de l'énergie. Et finalement, nous allons mesurer la variation de température grâce à un thermomètre qui est en contact avec l'eau. Donc, s'il y a une diminution de température de l'eau ou s'il y a une augmentation de température de l'eau, on est en mesure de le vérifier. Donc, le calorimètre est le système isolé idéal pour aller faire des réactions. Nous avons maintenant terminé cette première capsule du chapitre 4. Dans la prochaine capsule, il sera question des transferts d'énergie entre deux systèmes.